Parler du prix de la mobilité, c'est peut-être un raccourci quelque peu rapide. Je vais d'abord vous proposer certains chiffres sur la pendularité, des chiffres effectivement qui sont parus ce 23 juin, donc mardi. Les chiffres du prix de la mobilité à proprement parler, les coûts et financements de la mobilité, eux datent d'avril de cette année et se rapportent sur l'année 2010. C'est les chiffres les plus récents qu'on a actuellement. Pourquoi parler du prix de la mobilité? Finalement, on a parlé d'économie résidentielle aujourd'hui, on est là pour en parler, et un des postulats de base, c'est la mobilité des personnes. Or, cette mobilité, justement, laquelle est-elle et quel est son prix? C'est là-dessus que l'exposé va porter. J'espère que les couleurs sont visibles. Le cas échéant, la présentation sera mise à disposition. Je ne vais que présenter des graphiques, donc malheureusement, si la couleur ne suit pas au bimère, je suis désolé, ça sera quelque peu moins parlant. Un des premiers résultats de cette pendularité qui porte sur 2013, je vais pouvoir donner quelques actualisations à la présentation de M. Kaufmann, c'est la raison pour laquelle on se déplace. On constate que depuis 1994 à 2010, un des premiers constats, c'est qu'on se déplace en moyenne de 5 km de plus par jour et par personne. Pour quelles raisons? Travail, formation, achat, ce sont des valeurs qui ont augmenté, on peut dire, puisque on se déplace également plus, donc 13% en 1994 ne sont pas 13% en 2010. Par contre, les loisirs, eux, ont quelque peu diminué. C'est un des premiers constats qu'on peut faire sur la base de ces statistiques. La deuxième statistique, pour répondre à M. Kaufmann, justement, en 2013, on est à 70% effectivement de pendulaires qui sont intercommunaux. Donc ce sont les gens qui quittent leur commune pour aller dans une autre commune travailler. On parle là uniquement des pendulaires qui se rendent au travail. Le constat qu'on peut faire également ici, d'une part, c'est qu'on est toujours plus nombreux, 3,8 millions maintenant. Si on compare à 1990, on était, comme vous le voyez là, comment ça fonctionne ça? Comme ça, 2,9 millions, donc 1 million pratiquement de plus en l'espace de 23 ans. C'est un des constats qu'on peut faire et on va toujours plus loin puisqu'il y a toujours plus de pendulaires intercommunaux. Donc, qui sont ces pendulaires? On parle ici de la longueur moyenne d'un trajet, donc c'est un trajet aller pour se rendre au travail. Et on tient compte ici, on va dire, des pendulaires long courrier peut-être. Vous voyez que l'échelle ici en bas, en fait, elle est sur la base des kilomètres et non pas des pourcentages. Donc les constats qu'on peut faire, c'est que c'est la frange d'âge des 25-44 ans qui se déplace le plus, même si ce n'est pas forcément un grand écart qu'on voit là, mais n'empêche que c'est entre 25 et 44 ans qu'on se déplace le plus. Ceux qui vont le plus loin également sont les personnes qui ont une formation tertiaire, une formation plus élevée en fait, et également les actifs à plein temps. Les gens qui travaillent à plein temps ont tendance à beaucoup plus se déplacer, ou du moins beaucoup plus loin. Pas plus, mais certainement plus loin. Peut-être un dernier constat qui nous intéresse dans le cadre de cette économie résidentielle, c'est que la plupart des pendulaires, si on prend ces deux grands groupes, ceux qui font le plus de distance, ce sont les gens qui sont hors des centres à proprement parler, ce qui n'est pas très très étonnant. Alors voilà, beaucoup de gens se déplacent, bien sûr, mais combien de temps prévoit-on pour le trajet? Le graphique que vous avez là nous rend compte d'une réalité en tout cas, c'est que 67% des pendulaires finalement font moins de 30 minutes. À mon sens, c'est quelque chose de très intéressant quand on sait, M. Kaufmann l'a finalement dit tout à l'heure, à l'intérieur même d'une agglomération, il est possible de faire plus de 30 minutes de déplacement. Si vous habitez le quartier de Chailly à Lausanne et que vous travaillez à l'EPFL ou dans le domaine académique, vous en aurez pour plus que 30 minutes très probablement. Idem pour Neuchâtel, vous habitez à Autry, vous travaillez chez Philippe Maurice, admettons, en transport public, franchement, ça vous prendra plus de temps. Donc voilà, savoir combien de personnes, le temps qu'on investit dans nos trajets est quelque chose de relativement important. Et effectivement, on est actuellement à 10%, c'est une donnée qui reste stable, de pendulaires qui font plus de 60 minutes de trajet. Donc Vincent Kaufmann nous a parlé avant de 50 km, c'est ça, hein? Donc kilomètre, 60 minutes, je pense qu'on est un peu dans la même fourchette de ce point de vue-là. Alors comment se déplace-t-on finalement? La tendance est stable. On voit que la part du lion, c'est la voiture,
au travers des années, donc depuis 1990 à 2013, on voit que la voiture reste le numéro 1 des moyens de déplacement pour les pendulaires. Cette voiture, elle domine aussi quand on voit justement le choix finalement que les gens font. Quelle est la distance de travail? Quel est le choix que l'on prend quel est le choix que l'on fait par rapport aux moyens de transport justement? Alors évidemment, dans les trajets les plus courts, sans surprise, on remarque ici que la marche à pied et le vélo ont une belle part, c'est près de 40%. Par contre, plus le trajet devient long, plus la voiture, évidemment, est très présente. Et on constate que plus le trajet est vraiment long, donc 20 km et plus, là, c'est le train qui devient concurrentiel. Et plus spécialement dans les agglomérations, ça on a pu le constater, qui sont dotés de transports publics très performants, comme un système de RER, à l'image de l'agglomération zurichoise. Un autre constat, c'est de savoir finalement qui se déplace et comment on se déplace. Sans grande surprise, on peut dire que voilà, dans la population des 14-24 ans, effectivement, le train reste un moyen quand même bien utilisé pour une raison très simple. Très souvent, on n'a pas encore le permis de conduire à ce moment-là, par exemple. On est aux études, on n'a peut-être pas l'argent nécessaire non plus. Ça peut s'expliquer de différentes manières. Par contre, on constate que dans les 45 et 64 ans et dans les 25-44 ans, la voiture est vraiment omniprésente. 65 ans et plus, on est à la retraite, on se déplace peut-être moins loin, moins fréquemment également, plus volontiers dans un environnement que l'on connaît. La marche à pied, le vélo redeviennent, comme on le constate ici, des moyens de transport privilégiés. Certains diront sans surprise, on voit que la fibre latine est bien présente aussi. Le nombre de véhicules, de voitures automobiles motorisées est bien plus important en Suisse romande et surtout en Suisse italienne que par rapport à la Suisse alémanique. Voilà peut-être 2-3 informations par rapport à ces moyens de transport. Si l'on pose ça sur une carte, qui sont les pendulaires en fait avec des véhicules motorisés privés, on constate qu'il y a une forte corrélation ici avec une carte qui a été présentée par Alain Segesman tout à l'heure. Il parlait de ces fameuses cités dortoirs. Si vous vous souvenez de la carte, c'était les zones en jaune. Et effectivement, on les retrouve ici, à savoir que les régions où on a le plus de pendulaires avec des véhicules motorisés, c'est justement la Broye et l'arrière-pays fribourgeois, c'est le Valais, c'est le nord du Tessin, principalement. Ce sont aussi les zones qui sont très très bien desservies par des voies routières, typiquement la région de Soleure-Erkingen, c'est l'autoroute qui vient de Bâle, qui vient de Bienne, Soleure-Berne et qui vient de Zurich. Dans ces régions-là, on favorise en fait la voiture individuelle, pour ainsi dire. Voilà donc un des constats que l'on peut aussi faire. Donc globalement, quand on regarde cette carte, on se rend compte que plus les transports publics sont performants, moins on a recours aux véhicules individuels. Cette carte ici vous présente le solde relatif de pendulaires, à savoir combien de pendulaires sortent, combien rentrent, on fait le solde, etc. Donc tout ce qui n'est pas vert ou vert clair, j'ai envie de dire exporte des pendulaires. Ce sont des gens qui partent pour aller travailler ailleurs. Donc quand on voit cette carte, on peut dresser un constat, c'est que hormis les agglomérations, la Suisse est un pays réellement de pendulaires. Je rappelle qu'il y a 3,8 millions de pendulaires en Suisse. C'est la moitié de la population, et je parle de la population globale. Les pendulaires, on ne parle que de la population active, sans les étudiants notamment. Donc voilà, on a quand même énormément de pendulaires en Suisse. Je n'ai pas les chiffres en tête de la population active, mais le pourcentage doit être absolument énorme. Donc voilà, on peut presque dire que, j'imagine, 80% des actifs sont des pendulaires en Suisse, ce qui n'est pas inintéressant dans le cadre de la thématique qui nous concerne aujourd'hui. Peut-être juste une information qui a son importance, notamment dans l'arc jurassien, puisqu'on en parle, et dans les régions comme Bâle et Genève. Vous le voyez ici, cette statistique se fait sans les frontaliers. Donc on n'a que la population suisse. Si on ajoutait les frontaliers, probablement que tout l'ouest de la Suisse serait peut-être en vert et accueillerait des pendulaires, je ne sais pas exactement, mais c'est un constat qu'on pourrait faire relativement facilement. Alors voilà pour ce qui est de la pendularité et des chiffres obtenus sur la base de l'année 2013. Je souhaite vous parler maintenant du coût
parce que cette pendularité, cette mobilité, finalement, elle a un coût. Alors, de quoi tient-on compte? On tient compte évidemment du transport routier, on tient compte du transport ferroviaire comme vous l'avez là, mais également de la mobilité douce et des avions. Ces 4 modes de transport, quand on fait la comptabilité, c'est une comptabilité vraiment économique au sens compta national, on tient compte de tous ces modes de transport et le résultat, il est là, c'est que la mobilité en Suisse en 2010 a coûté près de 95 milliards de francs. C'est un chiffre qui, à mon sens, enfin je ne sais pas vous, moi 1 milliard ça me dépasse déjà, donc je vous laisse passer les détails sur 95, mais peut-être pour imager ça, le revenu moyen d'un couple avec enfant en Suisse est de l'ordre de 95-96 000 francs. Donc vous avez 1 million de ce cas type de personnes, revenus cumulés, on arrive à cette somme. Ou alors vous décidez d'acheter 1000 Airbus A320 et vous arrivez à ce prix-là également. Pour donner un ordre de grandeur, c'est absolument énorme. Si on met ça en perspective, vous voyez que les transports coûtent plus cher que les dépenses dans le domaine de la santé, 62 milliards contre 94. Ces 94 milliards représentent également 1/6 en fait du PIB. Donc le chiffre est quand même conséquent, c'est pas peu dire, la mobilité coûte très cher. Mais qu'y a-t-il là-dedans? C'est quelque chose qu'il faut quand même savoir. Les types de coûts en fait, qui ont été pris en compte dans ce calcul sont relativement vastes et dépassent probablement ce qu'on imaginerait de prime abord. On a tout d'abord évidemment les coûts d'infrastructure, le rail, là-dedans il y a notamment les NLFA, on perce des tunnels, ce n'est pas gratuit, on construit des autoroutes aussi, ce n'est pas gratuit, mais il y a également les trottoirs, les pistes cyclables notamment, tout ça est pris en compte dans les infrastructures. Il y a ensuite les moyens de transport, alors bien sûr le véhicule privé, mais aussi le vélo que vous achetez, les avions que les compagnies aériennes achètent malgré tout. Il y a aussi, bien sûr, tout ce qui est transport ferroviaire, tram, etc. Tout ça est pris en compte. Il y a ensuite les coûts d'accident. Dans les coûts d'accident, il y a aussi finalement les coûts hospitaliers. Si vous êtes hospitalisé ou quoi que ce soit, ça découle de la mobilité. On en tient compte également dans cette comptabilité. Et en dernier, il y a également les environnement et santé, à savoir notamment les coûts de pollution. Alors ce qui est intéressant, c'est de constater que l'infrastructure elle-même ne représente finalement que 16%. 16% de ces coûts totaux de 94,7 milliards de francs. Et c'est quand même là-dessus que le débat politique porte. Quand on entend les débats aux chambres sur la mobilité, etc., on parle en fait que de ces 16%. Or, le coût de la mobilité est bien plus grand. Et ça, je pense que c'est également intéressant ou important de le savoir. Ce qui est également important, c'est, on l'a vu avant, la voiture reste le moyen privilégié des pendulaires. Corollaire à tout ça, c'est que le transport routier reste cher. 80% de ces 94 milliards, finalement, sont le fait des transports routiers. Mais nouveauté, à partir de 2010, on a également tenu compte de la mobilité douce. Et beaucoup de gens ont été assez interpellés par ce chiffre. La mobilité douce, la marche à pied et le vélo coûtent 6 milliards en 2010 en Suisse. Alors, pourquoi autant? On peut se poser la question, c'est vrai. Ce sont principalement les accidents qui, là, font gonfler la facture. Ce sont des gens qui, en hiver, marchent sur le trottoir, glissent sur une plaque de glace. Le résultat, c'est une hospitalisation très souvent. Ça peut paraître quelque peu farfelu pour certains, mais ce sont des coûts que l'on tient, dont on tient compte dans la mobilité, en fait. Voilà. Ce qui est peut-être important aussi, c'est de voir qu'aucun des modes de transport ne prend en charge ces coûts intégralement. Ce que vous avez là, je ne sais pas dans quelle mesure vous le voyez bien depuis la salle. Quoi qu'il en soit, on remarque que les transports motorisés, eux, couvrent 89% de leurs coûts. L'État prend en charge 2% et 9% sont à charge de la collectivité. On constate que la mobilité douce est le seul moyen de transport aussi qui n'a aucun impact sur la collectivité, ce qui peut être très intéressant pour les promoteurs de la mobilité douce. On constate également, par contre, que 19% pour la mobilité douce et 44% pour le rail sont pris en charge par l'État, ce qui reflète finalement la volonté politique de promouvoir les transports publics, tout simplement, pour une question de service public, pour une question de développement durable, etc. On peut trouver beaucoup de raisons là derrière. Mais l'État n'intervient pas dans les routes alors qu'il intervient dans les autres. Enfin, l'aviation couvre 83% de ses coûts et 14% sont à charge de la collectivité. Là, c'est principalement des nuisances
sonores ou des nuisances dues à la pollution. Voilà pour cet éclairage statistique. Ce que je tiens quand même à préciser encore, et c'est le dernier slide, le transport génère également des bénéfices. Malheureusement, on ne fait pas de calcul là-dessus, parce que voilà, c'est un élément extrêmement subjectif. Quel est le bénéfice qu'apporte un transport? Ce sont des aspects que l'on peut, d'un point de vue économique, difficilement évaluer. Mais ça génère des bénéfices, ça, on le sait. Vous avez ici l'image de voitures en hiver, bien sûr. S'il n'y a pas de mobilité, évidemment, on n'a pas de route déneigée, on n'arrive pas de A à Z, tout est bloqué. Imaginez la situation du point de vue économique notamment. On peut l'imaginer quand on voit certaines grèves, bien sûr, mais voilà, la mobilité apporte des bénéfices parce qu'elle permet certains aspects. De là à la quantifier, le pas est encore énorme. Peut-être qu'à l'avenir, on y parviendra, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc voilà pour la présentation que j'avais à vous faire. Je vous remercie pour votre attention. On est considéré pendulaire dès le moment où on se déplace une fois par semaine, où il y a Dès l'instant où on sort de chez soi pour aller travailler, on est pendulaire. Maintenant, si c'est une fois par semaine, c'est comptabilisé. Mais on peut imaginer qu'une personne se déplace qu'une fois par semaine hors de sa région, de sa commune pour travailler, et passe 4 jours dans sa région pour travailler, c'est considéré comme un pendulaire. Si c'est hebdomadaire, on en tient compte dans les statistiques. Maintenant, si typiquement c'est un voyage de service qu'on fait, ça c'est autre chose, on n'en tient pas compte. Parce que c'est le lieu de travail en fait qui compte.